Salut à tous et bienvenue sur les sciences des saveurs. Dans ma dernière vidéo, on a vu d'où venait la patate et comment on en a créé plein de variétés différentes et comment on peut les utiliser en cuisine. On se retrouve donc aujourd'hui en cuisine pour revoir les bases et faire une purée de pommes de terre classique. Puis on va faire ni plus ni moins que la meilleure purée du monde. C'est parti. Cette recette, c'est celle de Joël Robuchon. C'est un chef ultra célèbre qui nous a quittés en 2018. C'est l'un des chefs qui a eu le plus d'étoiles Michelin au monde, avec 32 étoiles, réparties en plusieurs restaurants bien sûr. Ce chef, il est aussi connu pour son émission de cuisine qui a été diffusée à la télé française dans les années 2000. C'était Bon Appétit bien sûr, avec ce générique là. Et il avait d'ailleurs présenté sa recette de purée dans cette émission. Cette recette, j'en avais souvent entendu parler. Un de ses secrets, c'est qu'il faut utiliser franchement beaucoup de beurre. Alors je m'étais dit, bon, j'en ferai un jour, mais je me disais que ça valait peut-être pas le coup de mettre autant de beurre. Alors je m'étais jamais lancé. Puis un jour, j'ai pu goûter la meilleure purée de ma vie dans un bistrot toulousain. Pour les Toulousains, c'est le bistrot Combustible, un super resto. Et j'ai donc dit au serveur que la purée était excellente. Et il nous a répondu à mes amis et moi, eh oui, c'est une purée Robuchon, il y a plein de beurre. Et depuis, j'aime bien en faire de temps en temps. Et aujourd'hui, on va faire une purée comme Joël Robuchon. Mais pour comparer, on va faire une purée classique. Ça va nous permettre de comparer et aussi de revoir les bases, de comprendre comment une patate fait de la purée. On commence donc par une purée classique. Pour ça, il nous faut 500 g de pommes de terre à chair farineuse, comme la Binge ou la Grilla, 10 centilitres de lait, 10 g de beurre, un peu de crème fraîche, de la noix de muscade, du sel et du poivre. On commence par éplucher nos patates, puis on les coupe en gros morceaux. On les met ensuite dans une grosse casserole et on recouvre d'eau froide qu'on sale légèrement. On met à chauffer. D'ailleurs, si vous voulez préparer un plat en avance, que vous voulez peler et couper des pommes de terre avant de cuisiner, il faut les garder recouvertes d'eau. Parce qu'en fait, les pommes de terre contiennent de la tyrosine qui s'échappe des cellules quand on les coupe, et cette tyrosine, elle est métabolisée en mélanine par des enzymes. Si on veut empêcher ça, on met les pommes de terre dans l'eau et les enzymes n'agissent pas, et comme ça empêche nos pommes de terre de noircir. Donc, on met nos pommes de terre dans une grosse casserole qu'on recouvre d'eau froide, qu'on sale légèrement, et on met à chauffer. Alors les patates, elles devraient être cuites entre 25-30 minutes après l'ébullition. Le mieux, c'est de vérifier en plantant un couteau dans une patate. Si ça rentre facilement, c'est cuit, c'est pas compliqué. On peut ensuite égoutter, puis presser nos patates. Alors on peut les presser soit avec un écrase-purée, soit avec un moulin à légumes à l'ancienne, c'est un peu comme vous voulez. Pendant qu'on fait ça, on peut aussi mettre à tiédir notre lait dans une casserole à feu doux avec une cuillère à soupe d'eau. Ça va juste éviter que le lait n'accroche. Alors comme ce sont des pommes de terre à chair farineuse, elles sont très riches en amidon. Donc on avait vu que l'amidon, normalement, il est insoluble dans l'eau, sauf si on le chauffe, à partir de 60 degrés. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cuit les pommes de terre sans leur peau, et leur chair, elle s'est donc gorgée d'eau. Et les granules d'amidon aussi, vu que c'était de l'eau chaude. Les granules d'amidon, elles ont donc grossi, et comme elles sont nombreuses dans les pommes de terre à chair farineuse, elles ont séparé toutes les cellules de la pomme de terre. La chair, elle se délite donc, et elle est très facile à écraser. Et en plus, l'amidon, une fois chauffé, il se lie à l'eau et il forme un gel très visqueux. Et c'est ce qui permet à la purée d'être naturellement onctueuse. On écrase donc nos patates cuites, soit avec un moulin à légumes ou un presse-purée, et il faut en revanche absolument éviter une chose, c'est de le faire au mixeur plongeant. Si on fait ça, on va éclater les granules d'amidon, et là il va y avoir beaucoup trop d'amidon, et la purée elle devient trop gélatineuse. Dans le milieu, on dit qu'elle corde. Et donc là, on obtient une purée qui est déjà franchement assez onctueuse naturellement. On peut ensuite ajouter du beurre en mélangeant à la spatule pour qu'il s'incorpore. Et ensuite, on ajoute la crème fraîche et le lait tiède qui nous permettent en fait d'obtenir la consistance désirée en augmentant la quantité d'eau mais aussi de gras. Et enfin, on assaisonne avec sel, poivre et muscade, ou en fait tout ce qu'on veut, c'est à notre guise. On a donc notre purée classique. Elle est bonne, assez simple à faire, ça marche, c'est efficace, c'est très rapide à faire en plus. Et on va donc pouvoir faire maintenant la purée de Joël Robuchon pour comparer. Pour ça, il nous faut 500 g de pommes de terre à chair ferme, par exemple de l'Alliance comme ici, ou de la rate comme le fait Joël Robuchon. 125 g de beurre doux, 10 centilitres de lait et du sel.
Pour commencer, on lave nos pommes de terre, mais on ne les épluche pas, on ne les coupe pas non plus. On met les patates entières dans une casserole et on couvre d'eau 2 cm au-dessus des patates et on sale. Ensuite, on met à chauffer et normalement les patates elles sont cuites au bout de 25-30 minutes après ébullition. Comme d'hab, on vérifie avec un couteau. Une fois que les patates sont cuites, on les égoutte et on va enlever la peau avec un couteau. Alors c'est un peu chaud, il faut le faire vite, l'idée c'est de le mettre sur une assiette froide, comme ça c'est pas trop chaud non plus. Si on a beaucoup de patates à faire, parce que ça prend quand même du temps d'enlever la peau, et qu'on a peur que ça refroidisse, une technique c'est de mettre les pommes de terre dans un saladier recouvert d'une feuille de cellophane avec juste un petit trou, comme ça va garder la chaleur. On passe ensuite les patates au moulin à légumes. Notre chair de patate, elle est un peu plus dure à écraser quand même parce qu'on a des patates à chair ferme, il y a moins d'amidon, donc les cellules de la pomme de terre, elles se tiennent encore un peu, c'est pas très farineux. On va mettre notre chair de patate qu'on a passée au moulin dans une casserole pour la dessécher un peu à feu doux moyen. Et comme on a utilisé des patates à chair ferme, il y a moins d'amidon dedans et la chair, elle se tient encore pas trop mal. C'est pour ça qu'on va mettre autant de beurre, c'est pour lubrifier les cellules et rendre la purée onctueuse. En fait, on va compenser le manque d'amidon par un ajout de beurre qui va pas faire un truc gélatineux, mais un truc plus onctueux. Et donc on ajoute petit à petit le beurre froid à la purée en mélangeant à la spatule. Une fois le beurre incorporé, on peut ajouter le lait petit à petit, toujours en mélangeant. Là, en gros, on ajoute au jaugé le lait pour faire la texture qu'on le désire. L'idée, c'est d'avoir un truc quand même très onctueux. La dernière étape, mais elle n'est pas obligatoire, c'est de passer la purée au tamis pour qu'elle soit encore plus lisse et onctueuse. Ça, c'est pour le côté 3 étoiles. Et le résultat, il est vraiment super agréable à manger. Et voilà, on a vu qu'on pouvait utiliser différents types de patates pour faire de la purée, et vous connaissez maintenant la recette de la meilleure purée du monde. Et vous savez comment faire une purée facile, sans vous ruiner en beurre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, et me dire si vous voulez que je parle d'un sujet précis dans une prochaine vidéo. Et moi je vous dis à bientôt sur les sciences des saveurs.